Ce matin, vous allez pouvoir assister à une conférence qui va traiter en fait de démocratie et citoyenneté. Et en premier lieu, donc, nous allons commencer avec Florian qui va nous parler du régime représentatif versus démocratie, histoire des républiques. Alors, qui est Florian ? Florian, c'est un jeune homme diplômé de Sciences Po qui a créé 2 assemblées constituantes étudiantes pour sensibiliser les jeunes sur toutes les questions qui touchent à la Constitution. Alors Florian est un ancien directeur de campagne d'un candidat citoyen. Il a aussi travaillé à l'Assemblée nationale et dans une mairie de notre département où il exerçait comme directeur de cabinet. Militant engagé pour la démocratie directe, il s'est aussi fait remarquer comme porte-parole des Gilets jaunes de hier, qui revendiquaient avant tout principalement le RIC, bien sûr, et a organisé l'événement citoyen au Zénith de Toulon en 2019. Aujourd'hui, il est fortement engagé au sein de l'association Construisons notre bonheur. Florian va nous partager un bref rappel historique sur ce qu'est la démocratie, ce système de gouvernance bien différent du régime représentatif dans lequel nous sommes depuis trop longtemps. Voilà. Florian, à toi la parole pour 10 minutes, je crois. Citoyennes, citoyens, bonjour à tous. Quel grand plaisir de nous voir aujourd'hui rassemblés pour réfléchir ensemble à ces thématiques ô combien fondamentales que sont la démocratie et la citoyenneté. Fondamentales, elles le sont, car elles conditionnent tous les autres sujets sociaux et sociétaux. Donc je n'ai que 15 minutes, donc je vais devoir aller à l'essentiel, mais il me semble qu'il y a certaines choses qui est très important que nous assimilions tous pour que nous parlions tous d'une même voix, et celle qui va faire advenir la vraie démocratie dans notre si beau pays, la France. Alors, la démocratie est née à Athènes et a été pratiquée du 6e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Certes, il y avait ses problèmes, comme le fait que la citoyenneté était limitée aux hommes issus de parents grecs, mais cela n'enlève en rien la force du système de gouvernance qu'ils ont créé, la démocratie, signifiant le pouvoir du peuple, le gouvernement du peuple. Concrètement, pendant près de 300 ans, voilà comment ça a fonctionné. Une boulée regroupant environ 500 citoyens tirés au sort était chargée de recueillir les propositions de loi présentées par n'importe quel citoyen, puis de préparer les projets de loi. L'Assemblée des citoyens, qui s'appelait l'Ecclésia, discutait de ces projets de loi, les amendait, c'est-à-dire les modifier, puis les votait directement. Tous les mandats étaient impératifs, c'est-à-dire que le mandaté pouvait être démis de ses fonctions par les citoyens et limité dans le temps, en général environ 1 an. Les jurés qui occupaient le pouvoir judiciaire étaient aussi tirés au sort. Chaque citoyen était donc vu comme étant aussi capable qu'un autre pour assurer la conduite de la plupart des fonctions de la cité et pour en voter les lois. Aucune élection ne servait à désigner ceux qui ont le pouvoir politique. Seuls les stratèges étaient élus afin de faire exécuter les lois. Ils ne votaient pas, ils ne décidaient pas des lois, ils exécutaient les lois votées par les citoyens tirés au sort. Par tous les citoyens, et ces mêmes lois étant proposées par les citoyens tirés au sort. La philosophie qui s'appliquait donc était que les citoyens n'ont ni raison ni tort, ils décident. Nous pouvons donc résumer tout ce qui vient de vous être partagé par une phrase simple. La démocratie, c'est de décider, ce n'est pas de décider qui va décider. Le principe de l'élection a existé ensuite sous les Romains, puis bien plus tard en Angleterre. Mais cette élection n'a jamais eu vocation à choisir ceux qui exercent un pouvoir de décision politique. En Angleterre, par exemple, c'était pour choisir des ambassadeurs qui allaient représenter les États d'Irlande, d'Écosse, etc. au Parlement situé à Londres. Puis la philosophie des Lumières est apparue en France. Celle-ci se divisait en 2 écoles, celle de Rousseau, qui prônait la démocratie, et celle de Voltaire, qui défendait un nouveau système de gouvernance qualifié de régime représentatif. L'école de Voltaire l'a emporté, et depuis, quasiment toutes les constitutions de notre pays confortent le régime représentatif comme système de gouvernance en France. Il est important de comprendre que ce système n'est pas et ne saurait être une démocratie,
Comme l'exprime l'abbé Sieyès dans son discours prononcé le 7 septembre 1789, citation que je vous invite à lire dans le slide derrière moi. Il faisait même passer le mot démocratie comme risible. Ah, il veut la démocratie, c'est un démocrate. Comme aujourd'hui, on utilise le mot complotiste pour discréditer, pour décrédibiliser ses opposants. Mais ça s'entend. À l'époque, 95% des Français ne savaient ni lire ni écrire. Il pouvait donc être dangereux de leur confier les rênes du pouvoir politique. Dans l'intérêt de la nation, il pouvait dès lors paraître plus pertinent de ne confier ce pouvoir qu'à ceux qui ont une base de connaissances nécessaire à l'expérience de ce dit pouvoir. C'est ce que permettait théoriquement l'élection. Mais aujourd'hui, plus de 95% des Français savent lire et écrire, et nous avons un outil qui n'est pas moindre qu'on appelle Internet. Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a de nombreuses choses positives qui sont sorties de la Révolution française de 1789. Les droits de l'homme, bien sûr, des concepts magnifiques comme celui de la laïcité ou de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Cette séparation met par ailleurs trop souvent les pouvoirs médiatiques et le pouvoir économique, celui qui crée la monnaie par exemple. Nous en reparlerons plus tard au cours de cette journée dont vous nous faites l'honneur de participer. Mais donc, la plus grande avancée, parce que ça reste une avancée lorsqu'on le compare à la monarchie, c'est bien ce nouveau mode de gouvernance, le régime représentatif, qui aujourd'hui s'est imposé dans le monde entier, à l'exception de la Chine, de Cuba ou de la Corée du Nord par exemple. L'écrasante majorité des pays du monde ont adopté ce régime qui est né dans l'esprit des philosophes des Lumières. La France a aussi été le premier pays du monde où il y a eu le suffrage universel, en 1852. C'est-à-dire que tous les citoyens pouvaient participer à l'élection, quelles que soient leurs conditions sociales. Oui, mais à l'époque, citoyens étaient en effet seulement les hommes. Mais le concept de quelle que soit la condition sociale, c'est la première fois de l'histoire dans le monde, c'est en France. Pour obtenir le droit de vote jusqu'alors, il fallait pouvoir payer le cens. On parlait alors de suffrage censitaire. Seuls les riches pouvaient participer à l'élection et les candidats devaient payer un cens encore plus important pour pouvoir se présenter. Vous conviendrez qu'on est bien loin de la démocratie athénienne, où les citoyens étaient indemnisés de leur journée de travail perdue pour pouvoir participer à la vie politique de la cité. Nous avons quand même eu en France une parenthèse localisée où s'est exprimée la démocratie directe, la Commune de Paris en 1870. Mais nous connaissons tous la répression dont ils ont été victimes, ce qui a fait que cette parenthèse a été de très courte durée. Ce terme démocratie a remplacé à la fin du XIXe siècle le terme régime représentatif, pour rendre ce système plus acceptable par les peuples, mais nous n'avons rien changé sur le fond. Le pouvoir de décision appartient toujours seulement aux élus, exclusivement aux élus. Pour aller plus loin dans la compréhension du pourquoi notre régime politique actuel ne peut être qualifié de démocratie, je vous invite à lire les ouvrages des auteurs qui apparaissent sur le slide derrière moi. En plus de cette culture politique qu'il nous faut acquérir, il est aussi important de nous prémunir des manipulations de discours. Ainsi, il est monnaie courante d'entendre nos politiciens citer Winston Churchill pour défendre notre système de gouvernance actuel. Or, on lui fait dire l'inverse de ce qu'il essayait de dire. Je vous laisse le constater par vous-même en prenant connaissance de la teneur de son discours sur le slide derrière moi. Donc, vous connaissez tous la série House of Cards, qui montre à quel point notre régime représentatif actuel est horrible. Et donc, lors du 49-3, il y a la série House of Cards qui tweet Manuel Valls en disant « Manuel Valls, democracy is so overrated ». Loi travail 49-3, qui veut dire la démocratie, c'est tellement has-been, quoi. Et Manuel Valls lui répond « House of Cards, cher Franck, la démocratie est la pire forme de gouvernance, à l'exception de toutes les autres, n'oublie jamais. » Donc ça, c'est ce que vous entendrez tout le temps de la part de ceux qui défendent le régime représentatif. Ils utilisent tout le temps cet argument, Winston Churchill. Non, mais la démocratie est le moins pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Mais la vérité, c'est que Winston Churchill disait exactement l'inverse. Voici donc le discours prononcé en 1947 à la Chambre des communes par Winston Churchill, que tous s'amusent à détourner pour défendre l'inverse de ce qu'il essayait de dire. Vous n'arrivez pas à lire, il faut que je lise ? D'accord. Comment je conçois la démocratie ?
La démocratie n'est pas un lieu où on obtient un mandat déterminé sur des promesses, puis où on fait ce qu'on veut. Nous estimons qu'il devrait y avoir une relation constante entre les dirigeants et le peuple. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, voilà qui reste la définition souveraine de la démocratie. Démocratie, dois-je expliquer au ministre, ne signifie pas « nous avons notre majorité, peu importe comment, et nous avons notre bail pour 5 ans ». Cela n'est pas la démocratie. C'est seulement du petit baratin partisan qui ne va pas jusqu'à la masse des habitants de ce pays. Ce n'est pas le Parlement qui doit régner, c'est le peuple qui doit régner à travers le Parlement. Beaucoup de formes de gouvernement ont été testées. On a pu dire que la démocratie était la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes les autres. Pardon, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil du temps. Mais il existe le sentiment, largement partagé dans notre pays, que le peuple doit être souverain, souverain de façon continue. Et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions de ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres. Bravo Winston Churchill. En parallèle de ce régime représentatif, le capitalisme s'est aussi imposé de par le monde. Nous assistons depuis à une concentration des richesses toujours plus forte dans les mains de quelques-uns. Depuis 2015, fait inédit dans l'histoire de l'humanité, 1% de la population mondiale possède plus que les 99% restants. Au 1er janvier 2017, 8 personnes possédaient autant que la moitié de la population mondiale, soit que 3,6 milliards d'êtres humains. Et les choses ne sont pas en train de s'arranger. Pendant les 18 mois du Covid, la fortune des milliardaires a autant augmenté que pendant les 10 années qui ont précédé la crise du Covid. Voilà, nous en sommes à cette période-là de l'histoire de l'humanité. Des intérêts privés sont devenus plus puissants que des États. La personne physique d'Elon Musk, par exemple, est plus riche que l'État qu'il a vu naître, l'Afrique du Sud, qui est pourtant l'État le plus riche du continent africain. Et à quoi pensez-vous que ces milliardaires utilisent leur fortune ? Ce n'est plus l'argent qui les intéresse, mais c'est le pouvoir. Ils utilisent donc cette fortune complètement irrationnelle pour qu'advienne leur vision du monde. Et pour ce faire, ils sont amenés à corrompre les systèmes politiques. Cela se fait de différentes manières, comme en rachetant l'ensemble des médias, ce qui permet de promouvoir tel ou tel candidat qui partage sa vision du monde et de dévaloriser ceux qui portent une vision alternative. Ainsi, aujourd'hui en France, 10 milliardaires possèdent 95% des médias français. Bref, s'il n'y a qu'une chose à retenir de mon discours, c'est élire égale quelqu'un, égale une personne, égale l'élection, égale le régime représentatif. Voter égale quelque chose, égale une idée, égale quelque chose, une idée, égale référendum plus tirage au sort, égale démocratie. Je vous demande maintenant, quand était le dernier référendum en France ? Vous faites partie des personnes qui s'intéressent à ces questions, donc vous êtes en capacité de répondre, mais une grande majorité des Français ne sont même pas capables de vous dire quand était le dernier référendum en France, tellement ça fait longtemps, tellement nous ne sommes pas habitués à pouvoir voter pour une idée, à être en démocratie. Donc en effet, c'était en 2005 pour la validation ou non d'une constitution pour l'Union européenne. Les Français ont dit non, à près de 55%, mais 2 ans plus tard, la France signe le traité de Lisbonne, qui est identique sur le fond à celui dont les Français avaient clairement manifesté leur désaccord, leur rejet. Le doute n'est donc plus permis. Nos représentants se considèrent plus légitimes que le peuple pour prendre des décisions. Et celui-ci, ne prenant pas les décisions qui conviennent aux grands du moment, aux puissants du moment, ce droit de décider directement ne nous a jamais été redonné à nouveau. Pour Platon, les différentes formes de gouvernement peuvent s'illustrer comme suit. Je peux pas lire, essayer de... Okay. D'après ce tableau, je laisse à chacun le soin de juger dans quelle catégorie notre pays se trouve aujourd'hui. Mais factuellement,
Il semble que ce soit bien une minorité qui gouverne et que celle-ci est soumise à des intérêts particuliers. Nous pourrions donc qualifier notre régime politique actuel d'oligarchie. Cela s'approche du terme de plutocratie, le gouvernement des plus fortunés. Et oui, c'est la triste réalité. Mais attention, pour des raisons justifiées par des contraintes pratiques, cette souveraineté du peuple peut continuer à être déléguée à l'avenir. Le peuple, bien que constitué en corps politique, la nation, ne peut en effet délibérer directement sur toutes les affaires publiques, écrire la loi, assurer son exécution, délibérer dans les procès judiciaires, etc. Cette mission peut donc en partie être confiée à des représentants. Mais il faudra s'assurer que ces représentants puissent être contrôlés et révoqués par le peuple. En parallèle, il faudra faire que la souveraineté devienne réellement populaire, c'est-à-dire que le pouvoir primordial qu'est le pouvoir constituant, mais aussi législatif, soit exercé directement par le peuple, grâce à des dispositifs de démocratie directe, comme les assemblées de citoyens, le tirage au sort, le mandat impératif ou les référendums d'initiative citoyenne. Et s'assurer que cette souveraineté s'exerce aussi sur les pouvoirs économiques et médiatiques trop souvent oubliés. C'est la Constitution qui définit comment s'exerce la souveraineté. Quelles sont les institutions qui détiennent le pouvoir et comment elles sont contrôlées. Et les articles 11 et 89 de notre Constitution actuelle établissent clairement que l'initiative des référendums est exclusivement entre les mains des élus. Nous avons eu 15 constitutions en France, ce qui fait que notre pays est celui qui a eu le plus de constitutions de tous les pays du monde. Il va nous falloir être à la hauteur de notre histoire et en faire donc une 16e. Mais cette fois, pas pour faire la Xème République, mais la première démocratie. C'est le sens de l'histoire. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a eu la révolution des casseroles en Islande en 2008, que je vous invite vraiment à prendre connaissance, car ce que nos amis islandais ont fait est fantastique. Il y a aujourd'hui bien sûr les Gilets jaunes, qui ont notamment permis à ce qu'existe la Convention citoyenne pour le climat, composée de 150 citoyens tirés au sort, dont les propositions devaient être validées ou non par référendum. Et les gens comme moi qui ont fait Sciences Po auraient mis leurs compétences au service des décisions prises par les citoyens pour que celles-ci s'exécutent pour le mieux, se réalisent au mieux. Nous nous serions alors vraiment rapprochés de ce que nous appelons une démocratie. Nous savons malheureusement ce que notre cher président en a fait de ces 150 propositions. Poubelle. En Algérie, au Chili, etc., les peuples étaient en train de se soulever lors de l'apparition du Covid-19. Nous devons absolument garder cette dynamique populaire. Que ça plaise ou non, la France a ce rayonnement international. Et il y a fort à parier que le nouveau système de gouvernance que le peuple de France est en train de construire, basé sur la démocratie directe, inspirera les autres peuples qui l'adopteront à leur tour. Pour conclure, je vous partage que donc nous avons la conviction que les Gilets jaunes sont les précurseurs de quelque chose de plus grand, d'une nouvelle révolution citoyenne et démocratique. Mettons-nous donc tous en mouvement pour que celle-ci arrive le plus vite possible, en étant fidèles à la première revendication de ce mouvement, le RIC, que 73% des Français appellent de leur vœu dans un sondage de février de cette année. Je laisse la parole à Norbert et aux autres membres des Gilets jaunes de Toulon qui ont travaillé à la salle Méditerranée, qui vont vous développer ce qu'est cet outil révolutionnaire qui changera notre vie à tous, le référendum d'initiative citoyenne. Merci à tous. Oui, alors, donc, moi je suis Norbert et Michel. Alors, on est issus d'un petit groupe là, qui s'était constitué spontanément à la salle Méditerranée à Toulon, parce que notre maire Falco ne voulait pas faire les doléances du peuple, contrairement à tous les autres maires de la France. Donc, il nous avait demandé carrément aux Gilets jaunes de faire nous-mêmes les doléances. Et ça a été... voilà. Donc, on s'est retrouvés là et on a décidé de faire ce groupe, d'écrire le RIC et puis une constitution aussi. Ouais. D'essayer de travailler sur le RIC, surtout ça. Oui, mais c'est vrai. S'imprégner de l'existant pour pouvoir après proposer autre chose, pour revenir un petit peu à une vraie démocratie, c'est tout. Sans aucune prétention. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, même le meilleur député du monde, il ne peut pas tout savoir. Et donc, il faut faire nous-mêmes les lois.
parce que si c'est lui qui les fait, ça sera mal fait. Alors ça, c'est le meilleur, le plus gentil. Alors imaginez le pire, corrompu, ou même pas forcément corrompu, mais recevant ses ordres directement de la Commission européenne ou de l'oligarchie financière, voilà, dont a parlé Florian. Bon. Alors donc, on ne peut pas avoir confiance dans le système de députation, sauf éventuellement si on met des règles très précises qui obligent le député à faire exactement ce que nous on veut, comme va le proposer plus tard. Ça vous sera expliqué l'association Construisons notre bonheur. Ce n'est pas le sujet. Donc le RIC, je vais vous le faire sans le papier, c'est l'histoire que les lois soient votées par tous. Et ça existe non seulement en Suisse, mais ça existe dans une quarantaine de pays, personne ne le sait. Ça existe en Italie. Alors, il y a plusieurs RIC. Il y a le RIC constituant dont on a parlé tout à l'heure, mais nous, on va vous exposer. Il y a le RIC pour destituer un élu, il y a le RIC pour changer une loi, et nous, on va vous parler de l'autre, le dernier, le RIC principal pour faire des lois. Donc, c'est n'importe qui fait une loi. Mais attention, justement, qui propose. Voilà. Il faut filtrer. Il y a tout un système de filtrage à faire, parce que, par exemple, à la Saint-Méditerranée, il y avait un monsieur, il me dit il faut interdire les témoins de Jéhovah. Alors je dis, bon d'accord, mais je prends vos doléances. Donc je mets interdiction du prosélytisme religieux sur la voie publique. Et le gars, il me fait, ça veut dire quoi? Et moi, j'ai dit, je lui explique. Il me dit, ah non, parce que moi, je suis évangéliste. Voilà. C'est ça. Donc on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quelle loi. Il faut qu'il y ait un système de tri. Donc au départ, la personne, elle va aller sur, on va dire pour simplifier, change.org. Il faut déjà qu'elle ait tant de signatures de gens qui soient derrière elle. Alors, on va dire, pour fixer des idées, au niveau de la France, 70 000. 70 000 signatures pour que ce soit pris en considération. Quand c'est pris en considération, il y a des spécialistes, la commission du RIC, qui vont lui demander à la personne, qui vont essayer de lui proposer une amélioration de son texte, parce qu'il va y avoir des experts qui vont donner beaucoup plus de précision technique, et il va y avoir des juristes qui vont arrondir le texte pour que ce soit plus compréhensible, enfin que ça soit crédible comme texte. Bon. Et là, il y a après la deuxième partie. Donc, un texte lisible par l'ensemble des personnes, ça c'est très important aussi. Hein, pas de texte technique pour noyer le poisson. Parce que par exemple, il a raison, Maastricht par exemple, qui c'est qui l'a lu? J'ai appris qu'il y a des gendarmes qui ont été envoyés dans la forêt amazonienne, en Guyane, pour distribuer les prospectus, pour expliquer Maastricht aux Indiens. Et vous imaginez, personne n'a lu, même les gens les plus aguerris au droit, ils n'ont pas lu, personne n'a rien compris. Bon. Donc il faut que... C'était un autre contexte. Hein. À l'heure actuelle, maintenant, on est un peu plus éveillé, on commence à vouloir s'intéresser aux choses. Là aussi, on a laissé faire pendant très longtemps. Hein. C'est un peu pour ça qu'on est dans la merde. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, il est temps tous de faire le colibri et de chacun d'entre nous de faire une action, ne serait-ce que mettre un tract dans la boîte aux lettres du voisin, le minimum. Attends, les questions juste après. Donc après, il y a la deuxième partie du RIC, c'est le soutien. Donc la personne a été qualifiée au premier tour. Donc là, elle fait le soutien. Donc, donc le texte a été renforcé. Il faut qu'elle obtienne 700 000 signatures cette fois. Mais alors, pas n'importe où, sur le site du ministère de l'Intérieur. Comme on a fait, pour certains d'entre vous, ça rappelle, pour les aéroports de Paris, on avait quand même obtenu 1 million. Hein. Nous, on a baissé un peu à 700 000 parce que on pense que 4,8 millions, c'est trop. Hein. La preuve, nous, on était arrivé qu'à 1 million pour les aéroports de Paris, pour la phase soutien. Il y avait une sorte... Bon, je m'embrouille là, mais disons qu'il faut que, dans la phase soutien, la personne obtienne 700 000. Alors, pendant cette phase soutien, elle reçoit le renfort non seulement de la commission du RIC, qui sont des experts, mais on va dire, non, pas un gouvernement d'experts, mais aussi de plein de réunions de citoyens dans toute la France qui se réunissent, par exemple au Zénith Oméga, dans les théâtres de vos quartiers, au Comédia, à Toulon, etc. Et tous ces citoyens vont essayer d'améliorer la loi pour que la loi, ça ne soit pas la loi d'un seul, mais la loi de tous. Donc, ils vont proposer une amélioration. La commission du RIC, elle se contente de recueillir toutes ces améliorations et elle va les mettre, elle va les proposer, une énorme amélioration du texte à la personne qui a lancé l'initiateur, qui a lancé la pétition au départ. Alors, la personne est libre d'accepter l'amélioration ou de la refuser. Il peut dire non, écoutez, moi je tiens à mon texte,
C'est comme ça, point. Voilà, il est libre parce qu'on ne peut pas lui imposer, sinon on n'aurait qu'à mettre des oligarques dans la commission et on l'obligerait de rester dans certaines normes, on le contrôlerait. Non, le gars a le droit de dire non, je veux mettre mon texte à moi. Voilà. Et donc là, il faut, pendant la période de soutien, ça se passe en même temps sur le site internet du ministère, et là, il faut qu'il obtienne 700 000. Voilà. S'il obtient ces 700 000 pendant un délai, s'il obtient ces 700 000, on passe à la troisième phase du vrai référendum. C'est-à-dire qu'on lance le référendum, mais on ne le lance pas tout de suite. Il y a une période de pub, de campagne électorale, donc la télé, sur la chaîne parlementaire, je ne sais plus comment. Une campagne d'information, pas de pub. Oui. Donc une campagne d'information, oui. En admettant qu'on reprenne les médias et que les médias ne soient plus à la solde d'oligarques, ça aussi. C'est la première des choses à faire, ça, je pense. Alors, il y a une chaîne parlementaire, je ne sais plus comment elle s'appelle, LCP, c'est ça? Ouais. Bon. Il y a, par exemple, ce genre de chaîne, et on pourrait obliger Antenne 2, enfin France 2, etc. Donc, ces chaînes devraient obliger à faire des débats contradictoires. C'est-à-dire il y aurait des gens représentant la loi qu'on veut faire passer, mais aussi des gens qui seraient contre. Et il y aurait un dialogue, il y aurait enfin des vrais débats, pas des débats stupides comme il y a actuellement sur BFM. Bon, voilà. Donc il y aurait des débats à la télé, des débats aussi dans les cinémas, etc. À nouveau. Et après, on passe au référendum lui-même. Donc si la personne, il y a une majorité de oui, elle l'emporte. Majorité de non, elle l'emporte. Mais s'il y a une majorité de vote blanc, on ne peut plus, comment dire. Ça annule, c'est tout. Mais on avait dit que le vote blanc annulait la possibilité de présenter. Bon, je ne me rappelle plus. Voilà. Bon, bah écoutez. Il aurait fallu savoir avant pour pouvoir reprendre un petit peu le truc. Parce que moi, ça fait quelques mois. Bon, voilà. Et on peut accepter des questions ou pas? Non. Là, donc, si j'ai bien compris, on retrouve Florian qui va nous parler du mode de gouvernance au sein de l'association Construisons notre bonheur. C'est toujours le même Florian, donc je ne le représente pas. Ce sera ma dernière prise de la parole de la journée, vous inquiétez pas. Donc, pour que cet idéal démocratique se matérialise dans quelque chose de concret, nous avons créé un système de gouvernance original pour les prises de décision au sein du mouvement Construisons notre bonheur que je vais maintenant vous présenter. Ce mode de gouvernance est la démocratie directe. Construisons notre bonheur n'a ainsi ni président, ni vice-président, ni collège de gouvernance. Le seul décisionnaire en dernière instance, c'est l'Assemblée citoyenne directe. La prise de décision se fait selon le principe du RIC. Nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous prônons à plus grande échelle. L'Agora correspond aux rencontres physiques qui ont lieu tous les dimanches au jardin du Gapeau à Soliès-Pont. Si l'actualité l'exige, l'Assemblée citoyenne directe s'y réunit. L'Assemblée citoyenne directe inclut l'ensemble des adhérents de l'association. Ceux présents physiquement le dimanche, tout comme ceux qui se connectent en visio, seront les premiers à pouvoir prendre connaissance des projets et à pouvoir voter. Grâce aux outils numériques, email, SMS, réseaux sociaux, etc., tous les adhérents pourront par la suite prendre connaissance des sujets proposés à leur réflexion et qui seront ensuite soumis à leur vote. Le Conseil des sages, tiré au chapeau, est renouvelé tous les 4 mois. Il formalise la fiche définitive et les amendements soumis au vote. Je vais vous présenter aujourd'hui une version simplifiée de ce processus de prise de décision par RIC. Vous pourrez retrouver la version intégrale sur notre site internet ou nous pouvons vous l'envoyer par mail, que ceux qui souhaitent la recevoir se présentent au stand Construisons notre bonheur et pour nous partager votre mail. Ce processus s'articule autour de plusieurs phases. La phase 1, c'est l'idée. Un adhérent a une idée de projet, d'action. La phase 2, c'est la recevabilité. On doit obtenir le soutien explicite de 5% des adhérents. Le porteur a 3 possibilités pour obtenir cette recevabilité. Petit A par ses propres moyens, petit B via la boîte à idées disponible sur le Drive et petit C suite à sa présentation lors d'une agora du dimanche.
Une fois que ça y est, il a récolté ses 5% de soutien nécessaires pour lancer l'initiative. Il formalise les arguments en faveur du projet, c'est la phase 3. Le porteur du projet télécharge une fiche projet sur le Drive et la remplit en co-construction avec les adhérents qui ont soutenu son initiative, contexte, arguments pour, etc. Phase 4, présentation du projet initié devant l'Assemblée citoyenne directe. S'ensuit un moment d'échange et de questions-réponses. Phase 5, envoi de la fiche à l'ensemble des adhérents par mail qui a pour objet « Nouveau RIC ». Phase 6, instruction du projet, c'est la phase la plus importante. Il y a 3 actions qui ont lieu pendant cette phase d'une durée de 9 jours. Petit a, un document unique collaboratif sur lequel chacun peut poser ses questions et mis en ligne. Petit b, dans une démarche de co-construction, réflexion et formalisation des arguments des autres options sur le document unique, les arguments contre par exemple. Petit c, enfin, proposition d'amendement sur le document unique. Phase 7. Le Conseil des sages dépose la fiche projet définitive. Celle-ci comporte désormais aussi les arguments des autres options, tels que les arguments contre, et les amendements acceptés par les porteurs du projet. Donc pour cette fiche définitive, on s'est inspiré du modèle suisse que nous vous avons présenté. Il y a 40% des référendums mondiaux qui ont lieu en Suisse. Donc c'est un bon modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer. En gros, les citoyens suisses, ils sont citoyens et pas seulement électeurs. Il leur arrive beaucoup plus souvent de voter pour des idées que pour des personnes. Et donc à l'approche d'un RIC, ils reçoivent dans leur boîte aux lettres un petit fascicule qui résume les arguments pour, les arguments contre, ou d'ailleurs des fois c'est pas binaire, ça peut être option 1, option 2, option 3, et les arguments de chaque option possible. Et donc tu te forges ton opinion pendant quelques mois, tu écoutes tous les avis de tous les partis politiques, etc. Et à la fin tu décides, tu votes, et eux là-haut, ils suivent ce que le peuple décide. Là-bas, si, ils n'ont pas le choix. La Constitution les impose. Les adhérents à l'origine d'amendements non retenus peuvent faire la demande explicite au Conseil des sages de les faire figurer dans la fiche projet afin de les soumettre au vote. Cette fiche s'inspirera fortement de ce document qui est ce que les citoyens... ce que je viens de vous dire. Phase 8, délai de réflexion de 3 jours. Phase 9, qui est la dernière, vote asynchrone en assemblée citoyenne directe. Outre le projet initial, ce vote peut aussi porter sur certains amendements. Asynchrone signifie que le vote a lieu sur plusieurs jours. C'est pas comme aujourd'hui, tu n'as que le dimanche et si tu n'es pas là, voilà. Dans le futur, il faudra aussi tendre vers un vote asynchrone, nous supposons. Les résultats sont ensuite publiés. 3 options se dégagent alors. Soit le RIC a obtenu la majorité aux 2/3, dans ce cas, validation du projet, de l'amendement. Soit il a obtenu entre 51 et 66%, où le vote blanc a été majoritaire. Dans ce cas-là, le projet, l'amendement peut être déposé à nouveau, mais par des adhérents différents. Et il faut obtenir le triple de soutien pour déclencher à nouveau l'initiative, donc 15% des soutiens. Ou alors, le résultat est égal ou inférieur à 50%, et dans ce cas, c'est le rejet de l'idée, de l'amendement. Et il ne pourra plus être déposé à l'avenir. Entre la première et la dernière phase que je viens de vous expliciter, il y a une durée de 2 semaines qui s'est écoulée. Il nous semble que cette durée n'est pas trop longue, tout en permettant à ce que chacun s'approprie le sujet et soit acteur, car partie prenante de la décision finale. Voilà. Donc, si ce mode de gouvernance vous inspire, vous pouvez tout à fait l'adopter au sein de vos mouvements respectifs. Plus de chapelles, si j'ose dire, fonctionneront ainsi, et plus nos membres pourront expérimenter les prises de décision par démocratie directe, ce qui est une chose positive. Mais ce qui serait vraiment positif, c'est que nous réussissions à... Ce qui serait vraiment positif, voire même déterminant, c'est que nous arrivons à aller au-delà de nos chapelles respectives en construisant ensemble une grande cathédrale de la démocratie directe, une cathédrale dont les fondations seront solides, car elles émaneront d'un outil fiable qui fonctionnera en démocratie directe. C'est autour de cette ambition que nous espérons pouvoir nous rassembler. Jean-Alain va maintenant vous présenter cet outil appelé pour l'instant l'Assemblée citoyenne directe globale. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Alain, je suis le mouvement Gilets jaunes pratiquement depuis le début, donc j'ai vu toutes les péripéties. Je suis dans une association locale pour développer, qui s'appelle Gincel, donc pour développer et utiliser une unité d'échange autonome, indépendante et créer du lien, mais l'ambition est locale.
Et je m'intéresse beaucoup à de quelle manière, localement, on peut concrétiser certaines choses. Alors, une des expériences que j'ai eues, c'est celle des Gilets jaunes. J'ai vu des tas de chapelles et où il y avait des égos qui sortaient. Ils ont essayé de se regrouper maintes fois et ça a généralement mal fini. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi à faire un grand groupe départemental ou même national. Et pour une bonne raison, c'est qu'ils ne voulaient pas de chef. Et ça, c'était pas mauvais parce que c'était à la fois leur force et leur faiblesse. Ne pas vouloir de chef, c'était bien. Ça veut dire qu'on s'investissait, ça veut dire qu'on était citoyen, ça veut dire qu'on réfléchissait. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, qui n'étaient pas on n'était pas des philosophes au départ, hein, ou des intellectuels, hein, il y en avait, mais au bout de 3 semaines, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, bon, on en a marre de se faire avoir, et ils ont réfléchi, et d'un seul coup, ils ont vu ce qu'était la démocratie, la vraie. Ils se sont intéressés aux RIC, et ils se sont dit, c'est comme ça qu'on arrêtera de se faire avoir. Bon, voilà pour la petite histoire. Alors, il y a 2 domaines qu'il faut se réapproprier. Le premier domaine, c'est effectivement refaire un système de gouvernance citoyen. Et ça, c'est la démocratie. La deuxième chose qu'il faut se réapproprier, si jamais on veut reprendre possession de notre avenir et de notre manière de vivre, c'est l'unité d'échange. Alors, je ne vais pas en parler maintenant, j'en parlerai peut-être cet après-midi. C'est-à-dire que l'unité d'échange, qu'on appelle l'argent, d'accord ? Et d'un seul coup, dès qu'on dit ce mot-là, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui viennent dans notre cerveau en se disant c'est utilisé de telle manière, il faut que j'en gagne, si j'en ai pas, j'arrive pas à vivre, il faut que je thésaurise, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc l'unité d'échange, il faut se la réapproprier. Donc ces 2 sujets-là, il faut les étudier parce qu'ils ne sont pas nouveaux. Hein, dans l'histoire, plein de gens y ont réfléchi. Et il faut se le réapproprier, c'est-à-dire aller voir comment ça fonctionne, comment se crée la monnaie, qu'est-ce que c'est que la monnaie dette, pour comprendre de quelle unité d'échange on a besoin. Donc voilà, les 2 choses, la démocratie et l'unité d'échange, c'est des choses qu'on doit se réapproprier. Pour la démocratie, de manière concrète, donc il y a des réflexions qui se font sur les ronds-points, à Géincel, à Construisons notre bonheur, pour essayer d'établir une assemblée citoyenne directe. Alors il y a des gens comme Chouard, qui m'ont beaucoup inspiré, donc, qui proposaient des ateliers constituants. Mais là, c'est refaire toute la Constitution. Et c'est compliqué, mais c'est bien pour prendre conscience. Là, ce qu'on essaye de créer, c'est un outil qui s'appelle donc Assemblée citoyenne directe. Et en fin de compte, c'est un outil qui est déjà constitué, avec des règles de constitution qui sont très simples, qui sont celles du RIC. Donc je vais répéter les étapes les plus importantes de cette Assemblée citoyenne directe. C'est un groupe de personnes qui veut présenter un projet, avec donc un protocole de type RIC, c'est-à-dire une personne référente, et des signatures, 5% des adhérents. Ensuite, il y a la présentation officielle de ce projet. Dans ce projet, il peut y avoir des mandats impératifs, il peut y avoir des personnes, mais c'est la présentation officielle de ce projet. Ensuite, il y a 1 semaine ou 15 jours ou plus, suivant ce qui est décidé, une période d'information où tous les adhérents sont informés du projet. Une fois que tout le monde a été informé, tout le monde a réfléchi, dans lequel il peut y avoir toutes les questions-réponses que l'on souhaite, c'est-à-dire celui qui présente son projet se met à disponibilité de tout le monde pour répondre aux questions. Il y a ensuite la votation. Et effectivement, une votation dite asynchrone pour que tout le monde ait le temps de voter. Et que ça ne soit pas un groupe de gens qui arrivent tel jour, telle heure, ils disent tiens, on y va à 100 là, puis c'est nous qui allons gagner. Non, ça doit être asynchrone pour que tout le monde ait le temps de voter. Voilà, l'outil, il est très simple. C'est une assemblée constituée. Et elle n'a que ces règles-là. L'avantage, c'est que la manière dont elle fonctionne, c'est-à-dire ce système de RIC, eh bien, ça permet de la faire ensuite évoluer. C'est-à-dire que si elle fait pertinence, ça va permettre de se dire tiens, ben moi, je veux améliorer une règle dans cette assemblée. Je veux créer quelque chose de constitutionnel. Donc les choses vont se travailler ensuite petit à petit. Et nous, ça nous permet d'apprendre à voter, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à voir les endroits où on se rate. Ce qui est important, c'est d'apprendre à utiliser cet outil. Et cet outil, il a une pertinence qu'à partir d'un certain moment. Ça, il faut en avoir conscience. Quand on est une association, et qu'on est déjà 20 personnes, 30 personnes, actifs, solidaires, qui aimons faire les choses ensemble, la démocratie, elle n'a pas besoin. C'est le bon sens. C'est lui, il agit, et puis après, c'est la tolérance entre chacun, c'est beaucoup le cœur. Donc, quand on est 20, 30, ce système-là, il n'est pas spécialement pertinent. Par contre, apprendre à l'utiliser pour s'entraîner, faire des tests, j'invite vraiment toutes les associations à le faire.
La deuxième chose, c'est qu'admettons qu'on commence à être 100, hein, une centaine. Et là, on voit qu'il y a besoin d'un système de prise de décision pour que tout le monde soit d'accord. Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait l'accord, c'est-à-dire comment on dit l'approbation. Voilà, il faut qu'il y ait l'approbation. Et même quand on n'est pas d'accord, on consent. C'est-à-dire si jamais il y a 100 personnes, il y en a 20 qui ne sont pas d'accord, mais parce qu'il y a l'ambiance, parce qu'il y a ce qu'il faut et que les décisions ont quand même été échangées, partagées, etc. Les 20 qui ne sont pas d'accord, ils vont quand même accepter. Ça s'appelle en gros, moi j'appelle ça une tribu. Hein, une tribu, il y a des références spontanées qui naissent sur certains domaines, c'est la tribu. Si jamais, et même là, dans ce domaine-là, on va dire la démocratie, les décisions prises de manière démocratique, c'est intéressant, c'est bien, mais ce n'est pas pertinent pour vraiment devenir fort. Donc il y a à partir d'un certain nombre, il y a un nombre à partir duquel la démocratie devient pertinente. Alors je ne sais pas lequel, je vais en utiliser un, mais c'est peut-être pas le bon. C'est à nous de travailler, de voir à quel moment ça donnera force. Alors je vais prendre la même image qu'a utilisé Jean-Claude tout à l'heure, c'est-à-dire 300. À partir de 300, on va dire, voilà, là, maintenant, on utilise notre Assemblée citoyenne directe pour les décisions. Ça devient vraiment notre chef. 300, par rapport aux Spartiates qui ont réussi à lutter contre largement plus fort qu'eux. Ah oui, exactement. Donc, ce qu'on invite tout le monde à faire, c'est déjà à s'approprier cette idée, à y réfléchir, à venir poser des questions si vous avez senti qu'il y avait une pertinence. Et même si maintenant, il y en a qui ont des projets. Hein, ils ont des projets, ils ont envie de faire quelque chose, mais quelque chose au-dessus de leur association. C'est donc de créer, on propose plusieurs, donc Construisons notre bonheur, mais Gilets jaunes QR, ça fait des années qu'ils y réfléchissent. Donc il y a beaucoup d'associations qui réfléchissent à ça. Ce qu'on propose, c'est de mettre à disposition une première assemblée citoyenne, on va dire globale pour la région, en tout cas pour la région du Var, et sur lesquelles des décisions peuvent être prises et validées pour le nombre d'inscrits à cette assemblée. Et comme je le disais, le nombre est important. Cette assemblée ne fera vraiment pertinence, ne prendra légitimité qu'à partir du moment où on est un certain nombre, donc à partir du moment où on est 300. S'il n'y a pas 300 inscrits, cette assemblée n'a pas de raison d'être ni de raison de vivre. Continuons à nous entraîner dans nos associations à utiliser la démocratie, mais pour qu'elle ait une force et une valeur, on va dire qu'il faut atteindre le minimum de 300. Donc, si il y a Construisons notre bonheur, mais là, ça ne dépend pas d'eux, ça ne dépend pas de leur association qui va faire la promotion un petit peu de cette assemblée, mais c'est à vous, les responsables, les référents qui croient en cette pertinence, de dire oui, cette assemblée, on veut qu'elle existe et on veut s'inscrire nous et proposer à vos adhérents de s'y inscrire. Toutes les notions qu'on a tous, surtout les référents, les fichiers, pas perdre sa légitimité dans son groupe ou pas s'abandonner à un autre groupe, eh bien, il faut qu'ils posent des questions, il faut qu'ils amènent leur pierre à l'édifice pour que cette assemblée, elle existe. Et cette assemblée, si elle existe, si on commence à avoir 300 personnes et même plus derrière, parce que si elle fait pertinence, ça sera 500, 600, ça sera une vraie force de contre-pouvoir. Alors moi, je dis local, il y en a d'autres qui sont plus nationales. Moi, je ne crois qu'à la construction locale. Je ne crois pas que à ça, mais c'est mon cheval de bataille. C'est-à-dire on doit concrétiser les choses localement pour prouver qu'après, ça peut monter plus haut. Donc, cette assemblée, localement, ça donne un contre-pouvoir par rapport aux élus du coin, et ça commence à faire lobby citoyen. C'est-à-dire quand il y a 300, puis 500 personnes qui commencent à dire des choses, une des premiers rôles que pourra avoir cette assemblée, c'est d'écrire, même si on sait que c'est inutile, mais c'est d'écrire des lettres à certains élus, en leur disant, voilà, là, il y a 200 personnes de chez vous, elles ne pensent pas comme vous, d'accord ? Parce qu'eux, ils pensent à leur élection. Bon, après, il y a des bons et des mauvais élus, quoi. Des bons et mauvais, c'est pas aussi œcuménique que ça. Mais donc, ça fait donc force de lobby. Et ça nous permet aussi de prendre des décisions. Si d'un seul coup, il y a quelqu'un qui veut lancer une aventure législative, en disant, nous, on aimerait bien mettre un député. Alors, la politique, ça ne nous intéresse plus. On sait qu'il nous manque depuis toujours, d'accord ? Mais le système, il existe. On est obligé de s'y adapter et même parfois de s'appuyer dessus. Alors je donne cet exemple-là parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont envie d'aller plus loin. Mais si on met par exemple des députés, des candidats, mais qui sont de notre obédience, de notre manière de penser,
même s'ils trahissent après, même s'ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'il faut, au moins, on aura mis une petite épine dans leur système politique. Si ça nous plaît, et si l'Assemblée est d'accord que ça se fasse d'abord, et après, même elle peut décider de dire, nous, on veut que ça soit des candidats qui soient nommés par nous. Donc je sais qu'il y a un projet là-dessus, c'est pas moi qui vais en parler, mais je l'avançais un peu de cette manière-là. Je vais laisser la parole. Je vais juste... Alors les questions, voilà, toutes les personnes qui veulent me poser des questions sur ça, sur l'idée de ça, et qui y voient une non-pertinence, ben vous n'hésitez pas à venir me voir, c'est avec plaisir que j'échange avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, nous allons accueillir Jean-Claude qui va nous parler, qui va nous expliquer pourquoi ces assemblées en démocratie directe sont porteuses de progrès. Alors, qui est Jean-Claude Goni ? C'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, parce que moi, je l'ai rencontré dans plein d'endroits différents, mais il était toujours là. Donc, 59 ans, apôtre de Coluche, il se définit, pensant à raison. Si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Et il a attendu quasiment 55 ans pour se mettre à voter. Résistant dans l'âme et téméraire, il n'a pas hésité à se risquer aux élections législatives en 2017 pour découvrir comment se passaient ces élections. Et pour apprendre en 2021, il a réédité aux élections départementales et aux élections régionales avec la liste insufflée par Louis Fouché, Un autre monde. Pour dire qu'il est courageux quand même. Déjà, on peut le saluer pour ça. Entrepreneur engagé. C'est vrai qu'il faut pouvoir y aller. C'est pas donné à tout le monde. Entrepreneur engagé, il expérimente depuis toujours comment construire autrement, avec l'humain au cœur de l'entrepreneuriat. Il est actif dans plusieurs associations comme la FEV, la monnaie locale de l'aire toulonnaise, la Vallée du Gapot en transition et bien entendu, Construisons notre bonheur. Jean-Claude, c'est à toi de parler. Tu as 15 minutes, mais bon, voilà quoi. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'au départ on me dit Jean-Claude Goni il a fait la politique. Donc en effet je suis parti comme Don Quichotte contre les moulins à vent. Parce que je me suis dit c'est vrai que ce système on n'en veut plus, mais si on laisse les élus, même s'ils avaient une seule personne qui voterait pour eux, ils diraient on a 100%, on a gagné. Donc c'est dit maintenant avant de changer le système, en effet il faut se servir des outils du système. Et donc en effet je vais vous parler un petit peu à nouveau des législatives, justement, parce que je pense qu'on a un angle de tir, c'est ces élections législatives, parce que c'est bientôt, là, après présidentielle. Parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui, Macron, pourquoi le système fait ce qu'il veut ? C'est parce qu'aux dernières élections législatives de 2017, il y a 74 députés étaient des députés En Marche, 74%. Donc il ne faut pas étonner qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est quasiment... On n'est plus du tout en démocratie. Donc si on continue à voter ou pas voter, parce que moi personnellement je ne votais pas, et quand j'ai vu que c'était... Donc du coup je crois qu'il faut qu'on aille voter. Aujourd'hui on a une chance unique de pouvoir voter, parce que peut-être que dans 5 ans, cette chance encore de votation, de délire, on ne l'aura plus. Donc là, au lieu délire des gens qui sortent d'un système de partis politiques, mais justement on va avoir un peu pour élire des gens qui sortent de cette assemblée citoyenne qui voudraient porter justement des candidats d'une manière tout à fait différente. D'ailleurs pour ça, à l'entrée, on a un classeur, on a mis Assemblée citoyenne, et justement on a commencé à le remplir hier sur les manifestations de Toulon, sur ce village de la Convergence qui s'est fait hier à Toulon. Et donc hier on a eu quand même déjà une bonne cinquantaine ou centaine, je ne sais pas regarder, d'inscrits. Donc quand Jean-Alain disait qu'à 300, déjà hier, on est quasiment arrivé presque à la moitié. Donc si on compte les adhérents de Construisons notre bonheur, on va y arriver. Et si on rajoute les adhérents Réinfo Covid, Réaction 19, Bon Sens, les Colibris, Alliance Humaine, bon, et tout j'en passe, on est beaucoup, ben là c'est clair que c'est plus de 300. Voilà. Alors, cette assemblée, justement, permet l'émergence. Du coup, cette assemblée citoyenne, on en a parlé un petit peu, mais justement, elle permet l'émergence d'initiatives citoyennes. Donc, nous invitons les collectifs et les citoyens à s'unir, à converger, à participer à ce grand projet sociétal. Par exemple, alors les Mamans Louves, Humanité 2, donc ça, c'est des collectifs, les Masques Blancs, Révolution Française Pacifique, Alliance Humaine, Alliance du Peuple, Réinfo Covid, Gilets jaunes,
Donc tout ça, ce sont des collectifs qui devraient justement participer. Alors, les collectifs, mais également les individus, parce que dans les collectifs, en fait, c'est parce qu'il y a une petite organisation, hein, mais même si on n'est pas dans un collectif, on peut venir, au contraire, il faut venir s'inscrire si on a envie justement de devenir citoyen. Hein. Et donc, du coup, créer cette assemblée citoyenne locale en démocratie directe, puisque c'est vrai que, comme disait Jean Alain, et moi je suis persuadé aussi, on parle toujours qu'il faut relocaliser. Hein. Si on attend que ça vienne d'en haut, la relocalisation d'un système centralisé, on a un peu plus de soucis à y arriver. Si ça vient de nous, en effet, qu'on commence à relocaliser, ne serait-ce par une assemblée, on pourra, je pense, changer les choses à partir de notre bassin de vie. Donc du coup, l'idée, ça serait, alors là justement, il y a un petit peu, c'est pas tout à fait synchro là, j'avance vite. Tac, 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 tac. Il y a plein de collectifs, les Solaris en ce moment aussi, ça se développe beaucoup. Là, on est en train de, donc la FEV, les Moyennes locales, Un autre monde, les Colibris, l'MCP, les CSP également. Aujourd'hui, il y a des mouvements CSP à Toulon qui sont très actifs. Et donc, tout ça, c'est une bonne chose. Espoirique. Donc tout ça, ça serait justement toutes ces personnes-là venir s'associer à cette assemblée, quoi, s'impliquer dans cette assemblée, justement pour après porter des candidats aux élections législatives. C'est un peu ce que je vais vous présenter maintenant, pour justement une équipe ambassadeur. Donc ça ne sera plus député comme on l'imagine, hein, parce que sinon si on refait le même modèle, c'est pas la peine. Hein. Donc ça sera plutôt une équipe ambassadeur qui viendront porter les décisions de l'Assemblée par le modèle du RIC, à l'Assemblée citoyenne, à l'Assemblée nationale, pour pouvoir porter des projets qui viendront de la base et les faire monter au niveau national. Et justement, l'idée, ça serait justement cette Assemblée citoyenne n'appartient à personne. Et nous sommes chacun l'un des rayons pour éclairer un avenir radieux. Alors, cette assemblée, justement, elle serait un contre-pouvoir. Hein, justement, si on est demain sur notre territoire, notre bassin de vie, nous sommes 3 000, 4 000, 5 000 ou plus, c'est clair que les élus ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Un lobby citoyen, justement, voilà, c'est aussi une force de proposition, parce qu'on pourrait porter aussi d'intérêts collectifs. On pourrait porter au niveau des soins de santé, peut-être des outils pour qu'on puisse se faire soigner d'une manière un peu plus humaine. Au niveau de l'éducation, mettre en place une éducation avec des modèles comme Montessori et d'autres. Au niveau de la culture aussi, pourquoi pas faire une grande maison de la culture qui ne dépende pas des élus, mais qui dépend de nous, de cette assemblée, avec nos propres règles. Donc voilà, donc cette assemblée, elle est vraiment porteuse de plein de projets, d'intérêts collectifs. C'est pour ça que je dis qu'elle est porteuse de progrès sociaux, de progrès sociétaux, parce que justement, on pourra porter tous les projets que nous, on a dans le cœur. Et je pense que tous, là, vous avez tous des idées. Ouais, il faudrait faire comme ça. Eh bien, justement, par le RIC, ces initiatives citoyennes, vos initiatives pourront être portées par l'Assemblée, si elles ont obtenu, comme disait tout à l'heure Jean-Alain et les autres, justement, ce 5% ou 10% de signataires. Et là, on va pouvoir monter et on sera plusieurs milliers à défendre un projet et on pourra faire ce qu'on veut, quoi. Donc en 2022, nous avons 2 élections. Bon, la présidentielle, tout le monde le sait. Hein. C'est l'un qui ne sait pas qu'il y a la présidentielle. Et également, on a les législatives. Alors, les législatives, ils en parlent beaucoup moins, hein, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on aille voter pour les législatives, hein, surtout pas. Hein. Et les législatives, c'est pourtant une importance capitale. Alors pourquoi capitale ? Parce que d'abord, elle permet d'élire les 570 députés qui font la loi. Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est eux qui font la loi. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on est en crise. Hein. Mais bon, s'il n'y avait pas eu 74% de députés En Marche, on n'aurait pas voté cet état de crise. Hein. Et contrôler le gouvernement, parce que normalement l'Assemblée elle est là pour contrôler le gouvernement. Hein. Donc, deuxièmement, c'est le financement des partis politiques. Alors ça, souvent on ne le sait pas. Parce que tous ces beaux projets, là, l'Assemblée va porter plein de projets. C'est bien, mais il faut trouver les sous aussi quand même, hein, parce qu'on a besoin d'argent. Et en fait, il y a des outils en France qui existent, mais c'est le financement des partis politiques. C'est pour ça qu'ils se battent d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'ils veulent tous garder leur gâteau, hein, bien garder entre eux. Hein. Ils se sont partagés des parts. Tous les 5 ans, ils revarient un peu. Toi, tu as une plus grosse part que moi, on va s'arranger ça. Du coup, le nombre de voix, chaque fois qu'on vote, notre voix rapporte aujourd'hui de l'argent aux partis politiques. Et donc, si on a des députés également, En Marche, cette année, ils ont 22 millions d'euros chaque année qui sont alloués pour le mouvement En Marche, uniquement pour faire ce qu'ils font, on n'en sait rien, hein, parce que c'est très opaque. Si quelqu'un sait qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui touche des subventions de l'État, s'il y a quelqu'un qui le sait, il vient de me le dire, parce que moi je ne le sais pas. Et en tout cas, donc, chaque fois qu'on vote, on donne 1,42 € par an
aux partis politiques. Et chaque fois qu'on a un député, c'est plus de 30 000 € qu'on donne par mois. L'enveloppe budgétaire de député, d'ailleurs, c'est 5 700 € net par mois. 5 373 € de frais de mandat, c'est ce qu'on lui donne aussi, c'est son enveloppe, qu'il en fait ce qu'il veut. 10 580 € pour embaucher des assistants parlementaires. On connaît des exemples de Madame Fillon, pour ne pas les citer. Donc, après, ils ont aussi 1 000 à 3 000 € par an de matériel informatique. Ils ont la gratuité des transports dans la SNCF, 20 allers-retours en avion, 5 lignes téléphoniques sont payées, et sans compter les subventions auxquelles aussi ils ont le droit, mais qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc au total, en fait, un député a 30 000 € par mois d'enveloppe qui fait ce qu'il veut. Donc il en fait ce qu'il veut, personne ne les contrôle, c'est où il y a quasiment très peu de règles. Or l'idée, justement, pour comment financer des projets d'intérêt collectif, comment cette assemblée pourrait financer ça, c'est peut-être justement d'aller chercher ce financement des partis politiques. Parce que pourquoi on n'y aurait pas droit? C'est notre argent, tout à fait. Voilà, exactement. Donc, il faut qu'on prenne l'argent qui nous revienne. Donc, du coup, l'objectif ne serait pas d'avoir des députés, mais d'avoir des ambassadeurs. Parce que si on ne va pas mettre les règles qui sont en place, il faut qu'on mette nos propres règles. Du coup, ce ne sera plus des députés où ils ont un pouvoir absolu, quasiment, mais justement des ambassadeurs qui répondent au sous-contrat de mandat de l'Assemblée citoyenne. Donc ça serait des députés ambassadeurs parrainés par l'Assemblée et qui garderaient que, bon ça c'est à définir, parce que justement là on a cette idée, et justement on invite les gens qui rentrent, qui seraient inscrits sur l'Assemblée à réfléchir si le député garde 2500, garde 3000, bon tout ça garde 2000, tout ça c'est à voir à ceux qui veulent s'impliquer sur ce projet. Ils devront s'engager par contrat à reverser le reste de leurs revenus, soit 27 000 € par mois. Et cet argent, qu'est-ce qu'il servirait? Il servirait pour financer des projets d'intérêt collectif, comme on dit tout à l'heure, espace santé, espace culturel, projets alimentaires, puisqu'on sait aujourd'hui l'alimentation, on n'a même pas 15% d'autonomie alimentaire sur notre territoire. Donc dire demain, il y a une grève de transport, quasiment on crève la dalle. Donc du coup, c'est des choses qu'on pourrait aussi financer. Donc l'énergie également, donc on voit le prix de l'essence, donc on pourrait aussi, si on est nombreux, inventer, voir quel modèle faire, pourquoi pas acheter des grosses réserves de pétrole, je sais pas. Donc, à 27 000 € par mois sur une circonscription, on peut commencer à en faire des projets. Donc justement, après, bien sûr, ce contrat de mandat qu'il aura, mais on va limiter son pouvoir, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il ait un pouvoir absolu, qu'il fasse ce qu'il veut. Une obligation de transparence et d'information, la moindre des choses, je pense. Quand on est élu de la République, en théorie, on devrait avoir cette obligation de transparence et d'information. Une obligation de se soumettre à l'accord du collectif, donc voilà, qui est le député. Cet ambassadeur serait, il répondrait à ce que l'Assemblée a décidé. Et tout le reste à définir ensemble. Donc, inscrivez-vous, comme ça, plus on est nombreux à réfléchir, plus par intelligence collective, on pourra aller loin. Oui, Jean-Alain. Vas-y, bien sûr. Juste, je précise que donc, si jamais leur projet de législatif, donc de nommer des députés, déjà, il faut savoir si parmi vous ça intéresse des personnes. Cette assemblée citoyenne directe, elle aura quand même deux petits pouvoirs régaliens sur lesquels on a besoin de gens qui veulent s'y investir. C'est un pouvoir régalien de l'information. On veut être sûr que tout le monde reçoive l'information de manière égale. Et le deuxième, on a besoin de 2-3 personnes honnêtes, neutres, qui s'occupent de la votation, d'être sûr que la votation soit en transparence. Donc ça, c'est important. Et ce que je précise, ce qui décrit depuis tout à l'heure, je vais le laisser continuer, c'est qu'effectivement, dans leur projet, parce que j'ai regardé le projet qu'ils ont, donc celui qui va être nommé comme candidat à la députation, donc rentrer dans les règles du système, signera une charte ou même un mandat impératif, alors dans le cadre des réglementations, mais envers cette assemblée-là. C'est-à-dire il devra suivre, même quand il sera député, il devra suivre les demandes, les décisions de cette assemblée. C'est ce à quoi doivent s'engager ceux qui seront candidats à la députation en passant par cette assemblée. Voilà, c'est juste pour que ça soit clair, parce que c'est ce qu'il a dit, mais si c'est redit une fois en une seule phrase, c'est bien. Voilà. Merci Jean-Alain.
Alors, donc du coup, aussi, on va leur demander, dans ce contrat impératif, justement, un engagement à temps complet, parce que bon, on les paye quand même. Vous êtes tous, quand vous travaillez, vous êtes payés pour un travail que vous... si vous n'y allez pas, vous n'êtes pas payé. Donc pourquoi on payerait des gens à pas travailler donc, ouais, il faut... Alors, donc du coup, j'avance vite. Une cause d'émission, de sanctions financières, charte éthique, quasi du vierge, la moindre des choses. Tout ça à préciser et à compléter avec tous ceux qui le souhaitent, je répète. Et donc maintenant, je vais passer la main à Jean-Pierre, qui va nous présenter ce modèle de sélection des candidats, justement, pour les législatives, comme Jean-Alain a un petit peu ébauché. Comment faire pour choisir ces candidats? Vous allez voir, on a essayé d'imaginer un modèle assez innovant, parce que justement, on essaye d'innover. Merci beaucoup. Juste vous préciser que c'est bien clair que tout ça, c'est pas acté dans le marbre. On va réfléchir ensemble, tous ensemble, à comment faire pour que le modèle de sélection soit le plus démocratique possible, pour que l'Assemblée citoyenne directe globale fonctionne au mieux. Ce sont des idées que nous vous partageons. Il n'y a rien de concret. Et cette idée donc de sélection de candidats que va vous présenter Jean-Pierre n'est qu'une des actions possibles que cette Assemblée citoyenne directe globale serait amenée à porter. Et juste la dernière idée que je voulais partager, Jean-Alain a dit à juste titre qu'il nous faudra contrôler la votation, s'assurer qu'elle soit transparente, un système que nous pourrons mettre en place. Là aussi, ça s'appliquera à l'intelligence collective. Ce sera le tirage au sort. On tirera au sort les personnes qui contrôleront l'élection au sein de l'Assemblée citoyenne directe globale. Voilà. On va tous réfléchir ensemble pour que ça se passe au mieux. Merci. Alors là, nous allons accueillir Jean-Pierre Perrault qui va nous parler de la sélection des candidats aux législatives. Pardon, excusez-moi. Donc Jean-Pierre Perrault, 67 ans, c'est un citoyen en recherche-action pour favoriser l'avènement d'une société plus juste et responsable. Citoyen du monde, profondément attaché à l'esprit et aux écritures des fondateurs et influenceurs de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en 1789. Chercheur de pratiques politiques novatrices, auteur de 4 essais à succès modéré, comme Oram citoyen en 1995 et T'inquiète, je gère en 2021. Voilà, c'était lui, je ne le savais pas. Acteur de l'action publique par ses engagements d'hier de 1995 à 2001 et en 2008 dans son ex-commune de Soliès-Pont avec une liste appelée Action citoyenne et avec un succès également modéré de 23% pour une belle 4e place en 1995 et 6 ans de conseiller municipal. Acteur aujourd'hui avec Jean-Claude Goni comme suppléant au départemental en 2021 et avec nous dans ce bel espace citoyen. Donc Jean-Pierre Perrault, je te donne la parole. Merci Sandrine. 10 minutes. Alors vous voyez comment la nourriture terrestre, celle du ventre, passe avant la nourriture de l'esprit, puisque déjà on m'a pompé 5 minutes. Merci Jean-Alain. Alors bon, effectivement, vous le remarquez, nous sommes là dans le noyau, ici. Voilà. Nous sommes là dans le noyau central de notre action. Soit on considère encore que nous sommes des spectateurs, et ce n'est pas le cas, puisque vous êtes présents aujourd'hui de l'action publique, la politique, qui s'intéresse à la vie publique, à l'action publique. Soit nous sommes acteurs, et nous devons effectivement prendre tous les moyens utiles pour parvenir à nos fins. L'action politique, telle qu'on la présente, elle a un chemin qui est partisan, on sait où ça nous mène, on l'a vu, mais on a un chemin qui est citoyen. Donc en effet, dans l'introduction, en 1995, j'étais candidat sur la liste Action citoyenne à Soliès-Pont. S'il y a des voisins de Soliès-Pont, ils sauront. Et effectivement, nous avons mené une campagne ouverte, avec toutes les idées, toutes les représentations possibles. Ce n'était pas ça notre intérêt, on avait un projet commun. Et effectivement, ouais, bien. Excusez-moi. Je n'ai pas trop l'habitude d'élever le ton, parce que ça me fait sortir de ma tranquillité. Mais je vais faire un effort pour vous, au fond. Donc, en effet, je vous le disais, en 1995, une action citoyenne s'est menée. Nous avons mis une liste en route. C'est pas facile, c'est toujours très compliqué. On a peur, on se dit qu'on n'y arrivera pas, qu'il y a meilleur que nous. Ce sont de faux arguments. En fait, c'est ce qu'on nous a appris depuis tout le temps. Donnez-moi les clés du camion et je vais vous emmener où j'ai envie. Donc, il serait temps quand même qu'on considère que le camion, c'est nous qui le conduisons. Et on a besoin de personnes pour nous le conduire. Cet effort, il faut le faire. Donc nous, dans la logique de ce qui vous a été présenté avant, le référendum d'initiative citoyenne, les démarches permanentes d'adhésion et de soutien, vous avez noté, quand Florian vous l'a dit, 66% pour valider nos choix, c'est-à-dire 2 tiers.
ça donne une légitimité. Imaginez ce que ça serait aujourd'hui si tout ce qui est présenté à l'Assemblée doit recueillir 2/3. Hein? Donc rien que ce petit changement, ça transforme tout simplement la vie démocratique. Bien entendu, quand le citoyen comme vous devient acteur de sa vie politique, alors là, je peux vous dire, la table est renversée. Hein. Mais encore faut-il qu'on s'y mette et qu'on le fasse. Donc le projet qu'on propose pour tous, alors bien sûr, vous l'avez compris, je suis très... j'ai écrit des essais. Alors il y en a quelques-uns parce qu'il n'y en a plus, la bibliothèque est vide. Le dernier, T'inquiète, je gère, que je trouve bien sympathique. C'est normal, c'est moi qui l'ai écrit. Mais je le trouve sympathique parce que là, vous avez un exemple visuel qui est le Lençol au Brésil, c'est-à-dire un endroit exceptionnel où vous avez la nappe phréatique et un désert de dunes au-dessus. Et nous paraissons aussi grands que ça, c'est-à-dire un grain de poussière. C'est ce que nous sommes. Juste avant, celui-ci, c'est pour endormir tout le monde, donc c'est changer l'air du temps. Comment pourrions-nous y parvenir? Le cœur, bien entendu, c'est l'éducation de tous. Hein. L'éducation pour enfants, mais pour adultes. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous partageons. Juste avant, il y avait les pieds dans le plat. Bon, là, vous l'avez compris, j'étais un peu en colère. Et celui que je préfère, mais il date de 1995, de On rame citoyen. Donc avec un titre pareil, vous avez compris pourquoi aujourd'hui je suis encore là, à tirer les rames. Le sujet que je dois vous présenter est ici. Nous sommes là dans donc, une démarche comment faire qu'un citoyen se retrouve... alors oui, bien sûr, je ne peux que vous inviter à lire des personnes comme Benjamin Constant. C'est un petit ouvrage qui coûte 10 balles, hein, ça fait 50 pages. Ça s'appelle « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » en 1819. Et il disait déjà que le problème que nous aurions, c'est celui-là. Donc des gens à l'époque savaient que l'intérêt privé, l'égoïsme, on le dirait aujourd'hui ainsi, ne peut que nous faire renoncer à ce droit d'action politique. C'est nous qui avons tout à l'heure, quelqu'un disait bien justement que c'est nous qui avons creusé un peu le trou dans lequel on s'est mis. Effectivement, aller à la pêche à la ligne, ça ne peut pas mener à une gestion collective de la société. Je vous invite aussi à lire Madame Simone Veil, donc non pas l'élu, ministre, etc., bien entendu, exceptionnel aussi, mais la philosophe Simone Veil, décédée dans les années 43, je crois, qui a écrit aussi un petit bouquin, tout petit, 10 balles, pareil. Ce petit bouquin, c'est de la suppression, merci beaucoup. Il y en a au moins quelques-uns qui suivent, moi là-bas je dormais. De la suppression totale des partis politiques. Elle avait parfaitement déjà vu le coup. Hein. Le parti politique ne mène que chez les partisans. Et le reste, on s'en moque. Hein. Donc, Madame Simone Veil, voilà, Benjamin Constant, que vous citerai-je d'autres, tellement ils sont nombreux et merveilleux. Donc, nous sommes là sur comment faire une sélection pour des candidats aux élections législatives. Oui, le pouvoir politique se prend. Je ne vais pas attendre qu'il me le donne, hein, sinon vous pouvez repartir, on va attendre un moment. Il faut y aller. Excusez-moi, je ne suis pas habitué à la manette. Je ne fais pas encore la météo à la télévision. Donc un citoyen acteur nécessite une implication de chacun d'entre nous. Oui, nous devons participer, comme nous le faisons aux agoras citoyennes. Nous devons participer, si on ne peut pas se déplacer, à la vie d'un mouvement citoyen par les consultations qui sont faites par vidéo, visioconférence. Oui, nous devons être acteurs. Deuxièmement, moi je me moque de savoir qui est élu. Je m'en moque, je vous fais tous confiance. Vous seriez sûr, n'importe lequel d'entre nous sera sûr meilleur que ceux qui y sont. Par conséquent, il ne m'importe pas de choisir et de dire « Ah, celui-là, il ne me plaît pas, il a une tête, on n'est pas dans une histoire d'amour », mais il m'importe plutôt d'être capable d'avoir les outils, hein, et c'est la... mince, excusez-moi. Comment tu l'appelles, moi, global, là, j'ai pas appris celle-là. L'Assemblée citoyenne globale. Excusez-moi, j'ai pas encore appris le global. L'Assemblée citoyenne globale, pour justement définir, contrôler, évaluer son action. S'il est mauvais, pensez bien que je vais lui dire. Hein. Donc ça, c'est fondamental. Hein. Les acteurs, c'est nous et rien que nous, et qu'importe nos élus, parce qu'ils vont enfin devoir faire ce qu'on leur demande. Pour mémoire, en 1789, les premiers cahiers de doléances, c'est ainsi qu'on les appelait, c'était des députés, appelons-les aussi comme ça, qui allaient dans leur circonscription demander à chaque citoyen « Qu'est-ce que tu as comme problème ?» Ça a formé les premières demandes qui sont allées à l'Assemblée nationale. Vous voyez déjà que ça fonctionnait pourtant. Hein. Il y a quelqu'un qui appuie pour moi, c'est ça? Je n'ai pas appuyé, mais c'est ça. Jean-Claude dit bien, mais je n'ai pas appuyé, mais ça a changé, c'est parfait. Donc il nous faut des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les pleins pouvoirs.
ils ont le seul pouvoir, et c'est celui qui me plaît, c'est de rendre des comptes. Et ils nous rendent des comptes à nous. Donc c'est ça le boulot d'un ambassadeur. On sort des candidats égocentrés. Alors, pour m'amuser un peu, hein, j'ai été embarqué avec Jean-Claude dans les années récentes pour faire les cantonales, et on a trouvé une idée géniale. Nous ne votons pas pour un candidat. Ah ouais, merci. Arrêtez. Vous voyez, ça me plaît. Hein, voilà. Arrêtons de nous laisser plumer. Et donc, c'est la meilleure campagne que j'ai faite sur le marché de Soliespont avec ce t-shirt, parce que je vous assure que n'importe qui que j'abordais, 99% des gens repartaient avec un grand sourire. Parce qu'en effet, ils étaient tous d'accord pour dire « arrêtons de nous laisser plumer hein. ». Et après, ils me disaient « comment vous allez faire ?» Je dis « c'est simple, hein, venez nous aider, puis on y va. Si vous avez des bonnes idées, on les prend. Si vous avez des mauvaises, vous les gardez. » Alors, les ambassadeurs favorisent les modes de gouvernance partagés, vous l'avez compris, coopératif, interactif. En aucun cas, ça ne sera une autoproclamation. Je ne peux pas dire « je suis candidat » et je vais m'y imposer. Hein. D'abord, ça tombe bien, je ne suis pas candidat. Donc, oui. Merci Jean-Claude. Nos forces, nous sommes un collectif qui favorise les coopérations collectives territoriales. Oui, nous sommes de la base. Le pouvoir ne s'exerce pas, il ne se pratique pas d'en haut. Il s'exerce de la base. Nous sommes un collectif qui contrôle et évalue, en continu les pratiques. On peut avoir une décision collective de 2/3 et qu'elle soit mauvaise. C'est pas grave. Hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Eh bien, nous, on a la chance de dire on va évaluer et on va mesurer et on changera si c'est pas bon. En quelque sorte, c'est ainsi. L'homme est comme moi, imparfait. Donc on lui préfère des méthodes qui nous permettent de devenir plus intelligents à l'insu de notre plein gré. C'est parce que j'aime bien faire du vélo, comme disait Virenque, pour m'amuser un instant. Alors le 13 mars, la première démarche que nous allons mettre en œuvre, c'est une démarche de pourquoi et comment faire ensemble. Oui, il nous faut des candidats. Oui, il faut que vous soyez tous candidats. Ça tombe bien, il y en a 300, là on a déjà pris toutes les circonscriptions. C'est parfait. C'est la première étape. Du 13 au 27 mars, donc, on va travailler sur un cadrage du dispositif. Oui, je vous laisse le temps de la lecture pour les procédures de sélection. Vous l'avez compris, c'est un poulet, on vote pour un poulet. Le prérequis, 300 inscrits, Jean-Alain l'a dit. Le premier tour, 100 candidats. Donc, on demande à toutes les personnes qui seraient volontaires, toutes les personnes, tous les citoyens présents, de donner des noms de personnes qu'ils estimeraient en capacité de tenir ce rôle. D'accord ? Donc, on ne vote pas déjà pour soi, on vote pour un autre qu'on estime en capacité de. Bon, cet autre peut voter aussi pour vous, ça va dans tous les sens. Le prérequis, 18 ans, parce que, c'est comme ça. Nationalité, ça, c'est des modalités. Ah, nous aimons bien cette mixité. Le principe de la mixité, c'est utile aussi, hein, vous le savez. Tout à l'heure, quelqu'un a sursauté quand on lui a dit qu'on avait pu voter depuis bien longtemps. Il avait raison de rajouter les citoyennes. Je rappellerai pour l'anecdote que Mme Olympe de Gouges a dit à tous ces hommes « Je vous remercie de me donner enfin l'égalité en me coupant la tête ». C'est le jour où elle a été décapitée avec tant d'autres. Pour info aussi, en Corse, ils avaient déjà une constitution qui intégrait les femmes, par contre, bien plus tôt. Bref, c'est ainsi. C'est ainsi, nous sommes en mouvement, et plus nombreux que jamais. Le suivant, Jean-Claude, merci. Donc, entre le 13 et le 27 mars, nous avons un temps de cadrage du dispositif, c'est-à-dire chacun y apporte sa pierre. On ne peut pas détenir, vous l'avez vu, nous ne sommes pas omniscients, omnipotents, donc chacun doit apporter ses remarques, suggestions, propositions. Le 27 mars, on arrive là à une phase où on est en préparation et en validation des candidatures. Tout le monde a désigné, tiens, celui-là, il me plaît bien, je prends son nom, etc. On lui a demandé s'il était d'accord. On va le faire maintenant, on lui demande s'il est d'accord. Il n'est pas d'accord, on en prend un autre, etc., etc. Il est d'accord, pourquoi pas. On commence à travailler sur l'obligation pour lui de signer la charte des engagements. Bien entendu, ça ne peut pas être un candidat qui vienne comme ça, choisi, nommé, peu importe, désigné, et qui à la sortie fasse comme les autres. Non, il va signer une charte, on s'engage. Donc il doit intégrer cette idée-là de participation et d'en rendre compte en permanence à cette assemblée citoyenne globale. Ensuite, du 3 avril,
il y aura la présentation des candidats, présentation des candidatures. À cette occasion, bien sûr, il serait bon que les candidats puissent être associés avec des mandataires financiers pour les aider. Donc si quelqu'un dit moi je veux bien être mandataire, c'est très utile à notre organisation et à notre collectif. Ensuite, le 4 avril au 11 avril, donc on a une phase là plutôt de présentation vidéo des sélectionnés qui, en quelques minutes, se présentent. Et enfin, la diffusion de toutes ces vidéos par différents canaux pour pouvoir informer tout le monde d'une façon égalitaire. Ah, j'ai dit une connerie, non, non. Alors, du 20 au 25 avril, là, nous sommes dans la partie du choix des ambassadeurs. Donc, le vote asynchrone, vous l'avez vu tout à l'heure, chacun peut voter quand il se réveille. Voilà, c'est parfait, ça. Ensuite, le 28 avril, donc positionnement par circonscription. Là, on rentre un peu plus dans le formalisme actuel, puisqu'on a dit on prend le chemin, d'accord. On va être dedans, on aura la chance d'avoir des candidats citoyens homologués, appelons-les comme ça, comme le poulet, il aura son label rouge. 1er mai, divulgation des résultats des candidats qui auront été validés, hein, on l'a vu tout à l'heure, donc là encore, il y en aura peut-être 100, on l'espère. À ce moment-là, il y aura un choix qui se fera. Et à cette occasion, on divulguera les résultats. Le vote sera fait donc d'une façon asynchrone, voilà. Bon. Et ensuite, donc, premier dépôt des dossiers en préfecture. Donc là, on rentre dans des démarches bloquées puisque c'est législatif et c'était le cadre légal qu'il nous faut absolument respecter, bien sûr. Vous pensez bien que si une candidature citoyenne émerge avec un soutien déjà de 300, qu'on multiplie par 10, qui ferait 3000, ils vont très vite comprendre qu'il se passe quelque chose dans la société française. Et par conséquent, si on a un défaut de forme, ils vont bien entendu tout de suite s'engouffrer là-dedans pour mettre votre candidature hors jeu. Hein. Et le 15, le festival des lancements des candidatures, 15 mai. Les candidats intronisés se présentent. Il y a quelques ouvrages dans la boîte là-bas, près du bar. Donc je les vends 5 euros. 5 euros, c'est le prix de la librairie. L'intégralité des euros seront donnés à l'association Construisons notre bonheur pour les remercier de cette très belle organisation citoyenne.